Bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Zakaria Jalal. Moi, je suis cardiologue plutôt interventionnel. Je fais du cathétérisme cardiaque dans le service avec le professeur Tambo. Et donc, je vais vous parler cet après-midi du tronc artériel commun d'abord, dans cette session postprandiale, puis du canal et des fenêtres artopulmonaires. Tout ça entrecoupé, comme à chaque fois, des interventions chirurgicales et de l'arrière. Le troncus, j'ai essayé de synthétiser, pour pas trop rentrer dans les détails de l'embryo, et de faire anatomie physiopathe et les implications que ça peut avoir dans un contexte réanimatoire, mais je suis obligé quand même de vous parler de 2-3 choses en introduction. La première, c'est que c'est assez rare, on voit finalement assez peu dans le flot des malformations diagnostiquées. C'est 1,4% des cardiopathies congénitales. C'est une cardiopathie conotroncale. On verra ensuite qu'est-ce que cela implique. Qui est dû à un problème de septation conale, mais aussi aorticopulmonaire. C'est tout à fait accessible le diagnostic anténatal. C'est même plutôt recommandé pour certaines formes qui, vous le verrez, sont ductodépendantes. Donc c'est assez important de ne pas faire le diagnostic postnatal lorsque c'est trop tard. Et comme toutes les cardiopathies conotroncales, ça s'intègre souvent dans un contexte génétique, avec notamment la microdélétion 22q11. Vous connaissez ces mutations, ces délétions 22q11 qui va perturber en fait sur le plan embryologique les migrations des cellules de la crête neurale. Oui. 2 retardataires, c'est les internes du service. Bravo. On commence juste, les filles. Donc il y a un problème de migration des cellules de la crête neurale qui font qu'il va y avoir une anomalie de septation. Alors on va le voir, le spectre des cardiopathies conotroncales va aller de l'atrésie aortique avec CIV à l'atrésie pulmonaire avec CIV. Et au milieu, vous avez le troncus, parce que là, il n'y a en fait pas de septation de la voie d'éjection, à la fois au niveau du septum conal et aussi au niveau artériel. En fait, lorsqu'on ablate les cellules de la crête neurale chez l'animal, on aboutit souvent à un tronc artériel commun. C'est une espèce de forme ultime d'anomalie de la septation. Lorsqu'on fait une ablation partielle, on va avoir un problème de septation qui va basculer, et là on va être plutôt vers le phallo-abso. Je ne sais pas si vous avez vu ces cardiopathies-là. Voilà. C'est ce qu'on voit ici. Donc là vous avez le septum conal qui est schématisé. Ah mince. Vous voyez ici, quoi, à côté de la souris. C'est en noir, en pointillé. En haut au milieu, on a une déviation droite du septum conal, ça va donner le phallo. Lorsque c'est complètement dévié, ça vous donne l'abso. Donc là, ça vient complètement boucher la valve pulmonaire, l'atrésie pulmonaire avec CIV. En bas à gauche, au milieu, c'est le troncus. Là, il y a une anomalie totale de la septation, à la fois du septum conal et de l'artère, en tout cas sur sa portion proximale. Et ici, en bas à droite, c'est l'atrésie, c'est l'interruption de l'arche. Donc vous avez une bascule gauche et postérieure du septum conal qui va obstruer la voie d'éjection gauche, qui va se traduire par une interruption de l'arche. Et la forme ultime de cette malformation-là, qui est le miroir de l'abso, c'est l'atrésie aortique avec CIV, où là le septum conal va basculer sous la valve aortique. On en voit très peu, mais ça existe, et c'est aussi une cardiopathie conotroncale. Pour vous montrer que le troncus, c'est une forme particulière d'anomalie de la septation. Sur le plan, vous m'arrêtez si vous avez des questions. Ça va? Sur le plan de l'anatomie, donc le dénominateur commun, c'est une CIV large conoventriculaire, conotroncale. Ça, c'est le dénominateur commun de toutes ces cardiopathies-là qu'on vient de voir. Et ensuite, ce qui est très important, c'est qu'il y a une valve troncale, une seule sortie du cœur avec une valve troncale, un tronc commun qui va ensuite se bifurquer, se diviser, et toute la classification anatomique vient de l'origine des artères pulmonaires. C'est la classification de Van Prague, que je vais vous détailler ensuite.
il y a très souvent des anomalies coronaires associées par une rotation du culot aortique, du culot troncal finalement. Ça avait été un travail qu'avait fait Lucie Louyel, où ils avaient répertorié sur les cœurs, sur la collection en fait qu'ils possèdent au CCML, les naissances, les ossia coronaires. Et vous voyez qu'il y a, pour ce qui est de la coronaire gauche et de la coronaire droite, un pattern d'implantation des ossia coronaires qui est assez large, avec une rotation du culot. Donc ça, c'est très fréquemment associé. Et crosse aortique droite, c'est plutôt anomalie des arcs aortiques associés, notamment crosse aortique à droite, ça aussi c'est très souvent associé. Donc les formes anatomiques, ça c'est très important parce que ça conditionne la réparation. Le tronc artériel commun de type 1, il y a un TAP. Vous avez un tronc commun, puis il y a un TAP qui va se bifurquer. Le tronc artériel commun de type 2, beaucoup plus rare, en fait, il n'y a pas de TAP. Les deux branches pulmonaires naissent séparément du tronc artériel commun. Ça va toujours? Le tronc artériel commun de type 3, en fait, vous avez un tronc commun et une artère pulmonaire droite qui prolonge ce tronc commun. Tandis que l'APG naît de l'aorte descendante, sous-isthmique. Donc ça, c'est parfois une cardiopathie ductodépendante. Et le tronc artériel de type 4, là, c'est clairement une cardiopathie ductodépendante, qui est associée dans 90% des cas à une microdécision 22Q11. C'est un tronc artériel commun de type 1, donc tronc commun, TAP, sauf qu'il y a une interruption de l'arche aortique. D'accord? Donc vous avez le TAP et l'aorte descendante née du canal. Et la sous-clavière gauche également, parce que c'est une interruption de l'arche aortique type 2. Vous avez fait l'interruption de l'arche? Non? Si. C'est une interruption de l'arche aortique qui survient après la carotide gauche et avant la sous-clavière gauche, donc c'est un type B. Voilà. C'est bon pour vous? Donc ça, c'est clairement une cardiopathie ductodépendante. Ce que je vous disais tout à l'heure, le diagnostic anténatal dans ces formes-là est plutôt le bienvenu. Parce que ça arrive quand on les diagnostique après fermeture du canal, c'est des hommes troncs. C'est-à-dire que le bas un petit peu la physiopathologie, c'est une cardiopathie à sang mélangé. Ça veut dire que la saturation dans l'aorte et dans l'AP est la même. Cardiopathie à sang mélangé, vous avez soit les atrésies valvulaires, quelle que soit la valve, soit le troncus. C'est extrêmement pratique parce qu'on peut calculer le QPQS de manière non invasive, puisqu'on a la SAT dans l'AP. Il suffit de prendre la saturation au doigt et c'est la même. Donc on peut faire ces calculs. Donc le QPQS, vous savez, je ne le refais pas, on peut l'estimer par le rapport suivant: saturation aortique moins saturation sans veineux mêlés, sur saturation des veines pulmonaires moins saturation des artères pulmonaires. Monsieur Kretman. Et en fait, ce rapport-là, si vous avez des gaz du sang veineux, des gaz du sang artériel, vous pouvez très facilement l'obtenir. La SAT dans les VP, on part du principe qu'elle est à 100%. Et donc la SAT dans l'AP, c'est la SAT dans l'aorte. Ce qui veut dire qu'on peut... un troncus qui a un 90% de SAT, on sait qu'il a un QPQS à 3. On peut jongler assez facilement avec ça, juste en regardant le scope. Évidemment, le shunt se fait par rapport au ratio des résistances systémiques sur les résistances pulmonaires, et avec la baisse progressive des résistances pulmonaires, sont des enfants qui vont être de mieux en mieux saturés, mais qui donc ont un hyperdébit de plus en plus important. Classiquement, il est écrit à une artériolite pulmonaire à partir de 6 mois. Je suppose qu'il doit y avoir des histoires de chasse avec des troncus qui ont été opérés plus tard, ou des troncus qui n'ont pas survécu à une chirurgie plus précoce. D'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Comment on les diagnostique? Soit dans le cadre d'un diagnostic anténatal, comme je vous l'ai dit, là c'est une situation idéale. Ensuite, c'est toujours pareil, cyanose, souffle. Bon, parfois il y a un double souffle, mais en général c'est un souffle systolique. Des signes d'hyperdébit pulmonaire,
Et sinon, c'est la porte d'entrée, elle se fait via la génétique et les malformations associées, donc dysmorphie faciale ou un tableau de microdélétion 22q11, il faut évidemment rechercher une cardiopathie. Et c'est vrai que c'est souvent associé à ce type de cardiopathie. C'est l'ETT qui fait le diagnostic. Je vais vous montrer des boucles ensuite. Le diagnostic positif, c'est l'association d'une CIV conoventriculaire et d'un tronc commun. Une seule valve et un seul tronc qui sort du cœur. Ensuite, on va évidemment analyser la disposition des artères pulmonaires pour classifier, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Tu vas, Émilie? Pas sympa. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la classification anatomique, elle dépend de la naissance des artères pulmonaires. Donc, ça, on le verra à travers d'autres boucles. Ensuite, ce qui est très important d'analyser en échographie, c'est la valve troncale, notamment le nombre de feuillets qu'elle comporte et sa fonction. Il est assez, enfin, pas fréquent, mais on peut voir de manière assez commune des valves troncales avec 4 feuillets, une fuite, une sténose, qui est assez difficile à évaluer au début parce qu'il y a toujours une accélération en Doppler du fait de l'hyperdébit à travers la valve troncale, mais on peut voir des feuillets épaissis et rigides, et ça impacte énormément le pronostic et c'est bien de le savoir avant. La disposition coronaire et le retentissement, ça c'est assez classique, et puis les lésions associées, comme pour toute échographie. Donc ça, là vous avez l'aspect typique CIV conoventriculaire, gros vaisseau qui sort du cœur. On dit aorte à cheval, là c'est troncus à cheval. Vous voyez d'ailleurs que là, la valve troncale, elle est pas nickel, hein. Elle s'ouvre pas très bien, les feuillets sont épaissis. Là, vous avez... C'est dommage que mon pointeur... Ah si, ça va. Donc ici, la valve troncale et le TAP qui va partir tout de suite derrière. Il s'agit d'un type 1, c'est ce qu'on voit ici. VG, VD, la CIV ici. La valve troncale, le troncus, ici par l'aorte, et ici, vous avez le TAP. Sur cette image-là, c'est un type 2. Vous avez la valve troncale, qui est vraiment... On ne peut pas dire que les feuillets sont fins, en tout cas. Le troncus, et vous avez une artère pulmonaire qui part de chaque côté. Donc ça, c'est un type 2. Je pense avoir d'autres boucles. Qu'est-ce qui va être important en préopératoire? Les enfants, quand on les accueille, c'est essayer de gérer le shunt en jouant sur le rapport des résistances pulmonaires. Ça, c'est un élément majeur de ce DIU, donc je ne vais pas vous refaire la démonstration de comment est-ce qu'on va augmenter ou diminuer les résistances pulmonaires ou systémiques. En tout cas, là, il faut essayer de diminuer la balance résistance pulmonaire systémique sur résistance pulmonaire. Résistance vasculaire systémique sur résistance pulmonaire, pardon. On peut se céder de diurétique évidemment si on a de la congestion, et on essaye de programmer une chirurgie, et ça c'est le professeur Kretman qui vous en parlera, idéalement vers l'âge d'un mois. Le devenir à long terme, il est plutôt bon, il est surtout impacté par la nécessité de mettre des conduits prothétiques pour reconstruire la voie droite. Donc ces conduits vont dysfonctionner. Et il est également conditionné par la valve troncale, qui si elle dysfonctionne va nécessiter des remplacements valvulaires, en général mécaniques, ce qui fait que voilà, on peut avoir des enfants, des ados qui se retrouvent avec une prothèse mécanique en position aortique, un tube prothétique déjà opéré 2 fois au niveau de la voie VDAP, donc c'est quand même pas simple comme cardiopathie et comme évolution. Donc sur votre gauche, vous avez les principales complications que nous on va rechercher lorsqu'on revoit ces patients. Vous disais la voie droite, sténose des branches pulmonaires lorsque vous avez un type, à part le type 1, c'est-à-dire lorsqu'elles ont dû être réimplantées, on peut avoir des lésions sur les sutures des branches pulmonaires. Ça c'est accessible à des gestes percutanés. Lésion de la valve troncale, ça c'est plus embêtant, et pour le moment c'est une prise en charge uniquement chirurgicale.
CIV résiduel, comme toutes les fermetures de CIV, c'est une complication qui peut survenir. Dilatation de l'aorte ascendante, ça c'est l'apanage de l'ensemble des cardiopathies conotroncales avec obstruction de la voie droite. On a une dilatation de l'aorte ascendante, parfois des anomalies histologiques sur certaines séries. A priori, ce sont pas les critères de réopérabilité ne sont pas les mêmes que pour un Marfan ou pour une bicuspidie. Le risque de rupture et de dissection, il est assez faible d'après les données de la littérature. Donc c'est quelque chose qu'on surveille volontiers et qu'on opérera de manière isolée que si le diamètre dépasse 55 mm. Bon, ça à discuter, mais... Bernard, tu as déjà repris un troncus pour juste simplement une dilatation de l'aorte? Non. Donc c'est vraiment... Il commence, comme toutes les aortes congénitales, il commence à y avoir pas mal de littérature là-dessus, mais qui sont sur des petits nombres. Mais pour le troncus, il y a un consensus pour dire que de toute façon, on ne peut pas adapter des réflexions à des millimètres comparé à des millimètres aortiques normaux. Puisqu'il y a des gosses qui, un mois, ils commencent à 45 mm. Donc, on peut pas, après, on peut adapter la réflexion, des éléments de réflexion dans le genre l'évolutivité d'une dilatation ou l'aggravation d'une fuite. Ça, c'est. Mais sur des dimensions, certainement pas. Ok. Ensuite, dysfonction VG, arythmie plutôt qui vont partir de la voie droite, puisqu'il y a des cicatrices nécessaires à l'implantation des tubes ou des valves sur le ventricule droit pour reconstruire la voie VDAP. Ça fait volontiers le lead d'arythmie ventriculaire par réentrée notamment. C'est très décrit chez le phallo, mais ça existe aussi dans ce cas de figure-là. J'avais fait 2-3 slides sur la valvulation percutanée, mais je ne sais pas si on a le temps. Sinon, je vais parler. Ça m'étonne de toi. Ça alors? Il y a 2 slides. Bien sûr. Mais je vous en parlerai pendant le cours sur le KT. J'ai plus de slides à vous montrer. Donc globalement, ces patients-là sont quand même assez souvent des candidats à une revalvulation, puisque la médiane de survie sans réintervention des substituts chirurgicaux de la voie droite, c'est aux alentours de 5 ans. Donc lorsqu'il y a une taille suffisante, maintenant ce sont des patients qui sont proposés pour la valvulation percutanée, qui peut être effectuée avec 2 valves, soit la valve Mélodie, qui est une veine jugulaire de bœuf, que vous avez ici, montée sur un stent. C'est un Contegra cousu sur un stent, si vous voulez. C'est une valve qui marche plutôt bien. La survie sans réintervention est assez bonne. On a du recul jusqu'à 7 ans. On a des patients qui ont une Mélodie depuis 10 ans, qu'on n'a pas eu à réopérer. Donc lorsque ça va bien, ça va bien. Il y a 2 complications principales. La première, c'est la fracture de stent. Ce sont des voies droites qui sont juste derrière le sternum, soumises à des contraintes assez importantes, à des mouvements assez importants. Et initialement, on ne protégeait pas trop cette valve, donc elle était implantée derrière le sternum. On avait des fractures de stent qui font dysfonctionner la valve. Ça, c'est un problème réglé depuis qu'on fait ce qu'on appelle le pre-stenting. On va mettre un premier stent qui va solidifier l'ensemble avant de mettre la mélodie à l'intérieur. La deuxième complication, c'est la complication infectieuse. Ce sont les endocardites qui surviennent avec une incidence plus élevée qu'avec les autres substituts, aussi élevée qu'avec le Contegra, ce qui fait dire à certaines équipes, ce qui fait dire que la veine jugulaire de bœuf en elle-même constitue probablement un substrat assez privilégié pour l'adhésion bactérienne. On avait travaillé dessus sur des études in vitro. Ici, vous voyez, sur un centre tertiaire en Belgique, à Louvain, la survie sans endocardite avec différents substrats, homogreffe, Contegra, Mélodie. Vous voyez que les courbes des Contegra et de Mélodie, déjà c'est très loin des homogreffes, et surtout ça se superpose. Là, le dénominateur commun, c'est la veine jugulaire de bœuf, c'est pas nécessairement la technique d'implantation. Donc il y a certainement des problèmes qui sont liés à cela. L'autre valve qu'on peut utiliser, c'est la valve Sapien. C'est une valve qui a été créée pour les remplacements valvulaires aortiques, mais qu'il suffit de retourner et que l'on peut implanter avec le même dispositif. Retourner, parce que si on l'implante dans le même sens que pour l'aorte, ça ne va pas s'ouvrir. Je te vois grimacer, Émilie, c'est ça. Mais bon, bref, on peut l'implanter en position pulmonaire sans souci. On a beaucoup moins de cas et de recul,
mais la tendance est plutôt bonne en ce qui concerne le fonctionnement de la valve et la complication. Certainement moins d'endocardite avec cette valve-là, mais elle s'applique à des diamètres plus gros, donc des enfants qui ont un tube de 18 ou 20, on peut difficilement leur mettre une Sapien, puisque ça commence de 23 mm et ça va jusqu'à 29 mm, quand la Mélodie peut couvrir de 18 à 22. Donc c'est des diamètres qui vont se chevaucher. Mais bref, je voulais vous parler de ça parce qu'il y a toutes ces spéculations et ce fantasme par rapport aux endocardites infectieuses, etc. On aura le temps d'y revenir sur le cours sur le KT. Ce qui compte, c'est qu'il y a un substrat probablement à risque et ce qu'il faut, c'est éduquer les patients et réaliser la prévention des bactériémies. Comme tous les patients porteurs de valves, la seule chose, c'est que quand on leur met une valve percutanée qui sort au bout de 48 heures, ils ont l'impression que finalement on n'a peut-être pas fait grand-chose ou qu'on leur a pas mis de prothèse. C'est pas le cas, donc il faut bien revenir dessus. Ça, c'était la perspective. Toujours avoir un petit peu de perspective. On peut focaliser sur un défaut, en l'occurrence les endocardites des valves percutanées. Et si on prend un petit peu de recul, finalement, la vue d'ensemble est plutôt pas mal. Lorsqu'on compare la chirurgie et la voie percutanée pour les complications en intégrant les endocardites, en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir peut-être plus d'endocardites avec l'abord percutané, mais d'autres complications liées à la chirurgie que n'aura pas le KT. Ce qui est sûr, c'est que les deux, lorsqu'on les compare, sont les mêmes. Et lorsqu'on compare la survie des substituts, elle est à peu près la même. Donc, il ne s'agit pas non plus de remettre en cause cette technique dont je vous parle de manière totalement objective, vous l'avez vu. Donc en conclusion, le troncus, cardiopathie à sang mélangé, les lésions associées, notamment l'anatomie des artères pulmonaires et de la valve troncale sont cruciales pour ce qui est de la réparation chirurgicale et le pronostic. Pour ce qui est du long cours, c'est essentiellement des interventions sur la voie droite, avec la possibilité de le faire par voie percutanée, comme on en reparlera. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Sinon, je passe la main au professeur Kretman. Pas de questions. Pas de questions, soit parce que c'était clair, soit parce que c'est en postprandial et qu'ils ont dormi en fait. Les deux. J'en ai vu dormir. Je ne ferai pas de délation, mais j'en ai vu dormir. Bon, à tout à l'heure. Yes. Après toi, c'est Réa ou c'est nous? C'est l'air? Tu veux que j'appelle Philippe ou il vient? Oh, il va venir, je pense. Ok. C'est lui qui vient, tu vois? Je sais pas en fait, c'était juste pour... Je crois que c'est Philippe, normalement. Ok. Ouais, il doit être dans son bureau, là. Bon, à tout. Ça a l'air de marcher. Cool. Alors, on parle un peu de chirurgie du tronc artériel commun. Donc, si vous êtes d'accord, enfin, de toute façon, vous avez signé pour ça. Hein. Vous avez signé, payé pour ça. J'étais pas là au début, je reprends comme d'habitude la base en parlant de nomenclature. Alors, pour ce qui est du tronc artériel commun, je sais qu'il y a des classifications, qu'on a toujours tendance, on a une vraie tendance à classifier toujours. Est-ce que c'est un troncus type 1 ou est-ce que c'est un troncus type 2 Franchement, on en reparlera à la fin, ça ne change strictement rien ni pour ce qui est du diagnostic, ni pour ce qui est de la prise en charge, salut Philippe, ni pour ce qui est du traitement. Donc classifier, c'est pas très très important. La seule chose vraiment importante, c'est de comprendre qu'un tronc, ça il en a parlé Zach, je le remets là, bien entendu, c'est la base de la compréhension, c'est un seul vaisseau qui donne tout. Donc systémique, pulmonaire et coronaire, on va séparer les trois
pour des raisons pratiques, parce qu'elles ne sont pas tout à fait au même endroit. Bien entendu, les artères coronaires sont des artères systémiques. Et donc la seule chose importante, c'est rendre hommage à Richard Van Praag que de dire ça, c'est de bien comprendre qu'en gros, il y a deux grandes catégories de troncus. Celui dont on va parler maintenant, et après on fera une petite digression à la fin, c'est tout sauf le troncus type 4, avec interruption de l'arche aortique. C'est des troncs artériels communs dans lesquels le tronc, la partie principale, on peut considérer que c'est aortique, systémique, et que les artères pulmonaires se raccordent à cette partie principale. Le troncus type 4, il faut avoir une vision complètement différente des choses. La partie principale, le troncus, il est pulmonaire, et à ça se rattache l'aorte ascendante d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc il y a les troncus systémiques, si vous voulez, 1, 2, 3, et des troncus pulmonaires. Et encore, vous le savez, parce que vous avez sûrement travaillé la question, on ne va pas rentrer là-dedans, la notion de troncus type 3 entre Edwards, Van Praag, Anderson, etc., c'est une source de conflit, mais ça, de toute façon, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Hein. Donc, on va d'abord parler du troncus systémique, essentiellement type 1 et 2, et puis on parlera un petit peu du troncus type 4. Alors, quand est-ce qu'on va les opérer? Alors, le troncus, c'est assez particulier parce que c'est des enfants qu'il faut opérer tôt, mais pas forcément trop tôt. Alors, ce qui est sûr, c'est que dès que le diagnostic est posé, on va commencer à parler d'une opération. On n'a pas tellement le choix. On ne va pas pouvoir traiter de façon médicale indéfiniment un enfant qui a un troncus. Donc, il va être opéré. En général, avec la baisse des résistances pulmonaires, très très vite, il passe en insuffisance cardiaque. Hein. Le troncus, comme la fenêtre aortopulmonaire et comme l'énorme canal artériel, c'est des shunts gauche-droit majeurs qui sont systolo-diastoliques permanents. Dès qu'il y a un petit déséquilibre entre les résistances systémiques et les résistances pulmonaires, il y a une vraie inondation pulmonaire qui se fait. Hein. Donc il passe très vite en insuffisance cardiaque. Donc il y a toujours un traitement qui est mis en place, bien entendu, ça c'est pas tellement mon rôle d'en parler, etc. Mais, donc l'enfant, il arrive toujours, c'est ce que je vous ai marqué là, de toute façon il arrive au bloc avec cette espèce de mélange qui est propice aux complications périopératoires et post-opératoires, à la fois de la cyanose et de l'insuffisance cardiaque. S'il est vraiment en grande insuffisance cardiaque, ben, il n'est pas complètement cyanosé, il y a des troncus à 98% de saturation. Imaginez dans votre tête ce que ça veut dire quand on est à 100 mélangé, complet, être à 98% de saturation. Ça veut dire qu'on a un shunt presque infini. Hein, on a un rapport QP sur QS qui frôle l'infini. Donc, mais sinon, ils sont toujours un petit peu cyanosés aussi. Alors, il y a dans la littérature chirurgicale, on voit se dessiner les partisans de la chirurgie précoce. Un troncus, il faut l'opérer tout de suite, dès même la première semaine de la vie, comme ça, il n'y a pas de problème, etc. Il y a les partisans de la chirurgie retardée. Il y a eu beaucoup de travaux là-dessus quand la milrinone est arrivée, quand le NO est arrivé, etc. Beaucoup d'équipes ont dit opérer un troncus, c'est plus une grande urgence parce qu'on arrive à maîtriser l'HTAP post-opératoire beaucoup mieux qu'avant, etc. Parce que le vrai problème, c'est que, alors là j'ai marqué maladie vasculaire pulmonaire. La maladie vasculaire pulmonaire, la vraie, elle va arriver de manière précoce chez ces enfants-là, mais enfin on ne les laisse jamais arriver jusque-là. Mais ce qui est sûr, c'est que la pression, la charge sur les résistances pulmonaires est très très élevée, ce qui fait que à partir de 3 semaines, 1 mois déjà, il y a une réactivité, un niveau de base élevé et un niveau de réactivité artériolaire pulmonaire qui est très élevé. Ça fait partie des cardiopathies avec un risque de poussée d'HTAP très très important. Donc, est-ce qu'il faut opérer à 10 jours ou est-ce qu'il faut opérer à 3 semaines? Ce n'est pas tellement le sujet d'aujourd'hui, mais enfin, sachez que plus on va être vers 3 semaines, 1 mois, plus ça sera bien parce que l'enfant il est grand, il est sorti un peu de la période néonatale, etc. Mais plus on aura de problèmes d'HTAP per-op et post-op. Alors une fois qu'on est au bloc, donc le chirurgien, qu'est-ce qu'il commence à faire? Déjà, ce malade il arrive au bloc,
il va déjà, Philippe va vous en parler, mais déjà, il ne va pas forcément être pareil une fois qu'il est intubé, ventilé sous anesthésie de ce qu'il était une heure avant. Hein, et parfois, il y a une vraie l'insuffisance cardiaque s'aggrave très très vite. Hein. Or, heureusement, nous, on peut très facilement améliorer ça déjà avant même d'installer la CEC, hein, puisqu'on va disséquer et mettre sur l'acte les 2 branches artérielles pulmonaires. Déjà, la plupart du temps, on peut en clamper une, et on ne va pas tellement voir la saturation baisser, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça veut dire que déjà, ce qui passe dans une seule artère pulmonaire, ça suffit largement à faire un QP sur QS positif. Mais on va quand même, ça va améliorer, ça va diminuer le vol, en fait. On va voir la tension diastolique qui s'améliore, on va avoir le cœur qui diminue un peu de volume, on va avoir une meilleure perfusion myocardique. Bref, on part déjà mieux pour faire un clampage aortique, une réparation, etc. Donc, c'est déjà une bonne chose à faire. Ensuite, il va falloir conduire à la CEC de manière à ne pas aggraver toute cette surcharge, toutes ces complications potentielles. Il faut donc bien clamper les 2 artères pulmonaires dès le début de la CEC. Hein, c'est comme une CEC sur un canal artériel ou avec des collatérales aortopulmonaires. Hein, entre l'aorte qui est perfusée par la CEC et les artères pulmonaires, il n'y a rien. Il n'y a rien qui limite. Hein, et donc, il faut vite clamper les artères pulmonaires pour que le flux de la CEC n'aille que dans la circulation systémique et coronaire. S'il y a une insuffisance de la valve troncale plus que négligeable, il ne faut pas faire traîner la CEC avant le clampage non plus. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est une CEC d'insuffisance aortique en fait. Hein, c'est-à-dire que la perfusion de la CEC se fait dans l'aorte ascendante, ça redescend dans le ventricule, ça repart, ça redescend dans le ventricule, ça repart, etc. Finalement, ça ne fait que surcharger le ventricule hein, et ça commence à épuiser ses réserves d'énergie bien avant qu'on ait clampé. Donc, s'il y a une insuffisance de la valve troncale qu'on pense sur les données préopératoires ou sur l'ETO plus que négligeable, il faut aller très très vite, on clampe les AP, puis on clampe le troncus au-dessus des AP, et à ce moment-là, on s'occupe de la protection myocardique, et on s'occupe de la protection myocardique comme tous les patients qui ont une insuffisance valvulaire aortique. Vous savez qu'on ne fait pas toujours la protection myocardique de la même manière s'il y a une insuffisance valvulaire aortique. Ensuite, est-ce qu'il faut mener la CEC en normothermie? Est-ce qu'il faut mener la CEC en hypothermie? Est-ce qu'il faut faire une protection, une cardioplégie chaude, une cardioplégie froide? Ce n'est pas le sujet du cours non plus. Hein, mais ce qu'il faut, c'est que vous sachiez ce qui se passe. Si vous travaillez en réa, vous ne pouvez pas être aveugle à ce qui se passe au bloc. Si, pour une raison ou une autre, au bloc, la température du gosse, elle était descendue à 25 degrés pendant 2h30, 3 heures, il ne va pas se comporter de la même manière pendant les premières 24 heures que s'il a été maintenu en normothermie. Les inotropes à utiliser ne vont pas être les mêmes, les posologies ne vont pas être les mêmes, etc. Quand on réchauffe un patient qui a passé toute une matinée en hypothermie très importante, il va y avoir des variations des résistances systémiques, par exemple, beaucoup plus importantes que si la CEC était menée en normothermie. Donc il faut le savoir et il faut le comprendre. Alors, comment ça se présente au bloc? Voilà 2 images de troncus. Là, c'est un troncus, vous voyez, avec un très gros tronc artériel pulmonaire. Hein, le vaisseau qui sort du cœur, vous voyez, est très très large déjà. Hein, ça c'est l'oreillette droite. Et il se divise immédiatement avec un gros tronc artériel pulmonaire et avec le reste qui est là. C'est un troncus type 1, tout à fait typique. L'image n'est pas très jolie, elle est plus jolie sur l'écran. Celle-là sera peut-être plus jolie. Voilà. Là, vous voyez mieux, hein. Donc l'oreillette droite, le ventricule droit, le troncus, c'est tout ça. Et vous voyez que tout de suite, immédiatement après la sortie du cœur, il y a le tronc artériel pulmonaire qui est là, c'est un troncus type 1, et après le reste qui est là. Et vous voyez, ce que je vous dis, c'est troncus type 1 ou 2, on a vraiment l'impression que ça, c'est l'aorte. Et que l'artère pulmonaire s'est branchée sur l'aorte. C'est tout à fait différent d'un troncus type 4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on est clampé? Pas forcément dans cet ordre-là, hein, par l'esprit didactique, c'est séparé, mais bien entendu, on fait tout en même temps. Hein. Et donc, il faut d'abord séparer les artères pulmonaires du troncus. Hein. Donc, on peut le faire de différentes manières. Ouais. En gros, on
on va les garder ensemble. C'est-à-dire que si on a un truncus type 1, on va sectionner le tronc, on va se retrouver donc avec la partie terminale du tronc qui est très très courte et la bifurcation, donc les deux artères pulmonaires. Si on a un truncus type 2, on va enlever une collerette de parois troncales sur laquelle les deux artères pulmonaires sont branchées. Et parfois même, si les artères pulmonaires sont très loin les unes des autres, on va carrément couper un morceau de tronc dont on enlèvera la partie antérieure, si vous voulez, et donc il restera la face postérieure du tronc avec les deux artères pulmonaires qui sont branchées. Dans la mesure, alors, tout est possible, mais dans la mesure du possible, il n'est pas souhaitable de détacher les artères pulmonaires et de les reconstituer entre elles, parce que la ligne de suture entre les artères pulmonaires d'un nouveau-né, ça va déjà commencer à fibroser, ça va, etc., et ça va être un point supplémentaire de complications de la reconstruction VDAP au fil du temps. Voilà, par exemple, une vision chirurgicale. Alors là, on n'est plus. Là, c'est la vraie vision chirurgicale où l'appareil photo est situé au-dessus, comme le cialytique. Le troncus a été complètement coupé, il est là. Le clan est là. Donc ça, c'est la sortie ventriculaire. Là, il y a la valve troncale qui là est ouverte. On verra mieux les valves troncales tout à l'heure. Et ça, c'est un troncus type 2. Vous voyez, tout à fait typique. Les deux artères pulmonaires sont séparées. Il n'y a pas de tronc, mais elles sont très proches les unes des autres. Et donc là, on va pouvoir enlever une collerette de paroi troncale qui contient ces deux artères pulmonaires. Vous voyez, là, on voit l'orifice de la droite. Là, c'est l'oreillette, bien sûr, hein, ça c'est le canule veineuse. Là, on voit l'orifice de la droite, l'orifice de la gauche, et là, vous voyez, et on va couper comme ça. Et donc, il va rester le troncus proximal, là où il y a les artères coronaires et la valve, le troncus distal, qu'on va reconstituer ensemble après, et ça qui sera en fait les artères pulmonaires. Là, on les voit un petit peu mieux toutes les deux, vous voyez. Donc ça, c'est le type 2 tout à fait typique, vous voyez, elles sont proches l'une de l'autre, mais il n'y a aucun tronc. Tout ça, c'est du troncus. Alors ensuite, il faut fermer la CIV et connecter ces artères pulmonaires au ventricule droit. Donc on fera ça par la même voie d'abord, qui est une ventriculotomie ou une infundibulotomie, une ventriculotomie droite haute. On est très très proche de la valve. Vous voyez, ce que j'ai marqué, c'est la valve aortique. Bien entendu, c'est faux sur le plan terminologique. Hein. On appelle ça la valve aortique parce qu'on va l'utiliser comme valve aortique, mais c'est la valve troncale. Il faut respecter, bien entendu, au maximum les artères coronaires. Il y a souvent des petites anomalies de distribution. Et dans la mesure du possible, il faut se latéraliser le plus possible. Quand on fait une première intervention chez l'enfant avec un tube VDAP et qu'on le met trop central, il est juste derrière le sternum. Donc derrière le sternum, d'abord, il risque d'être comprimé par le sternum, ça va augmenter le risque de sténose VDAP, et puis en plus, à chaque intervention, on risque de rentrer dedans. Or, c'est la première ventriculotomie qui va décider du trajet du tube VDAP pour toute la vie. Une fois que la première ventriculotomie est faite à un endroit, si elle est faite trop centrale, pendant toute sa vie, cet enfant aura un tube qui sera trop central. On ne peut pas refermer une ventriculotomie et en refaire une autre à côté. On va toujours utiliser la même après. Hein. Et c'est aussi par là qu'on va fermer la CIV. Donc là, en schéma, vous voyez le tronc commun, le ventricule antérieur, hein, c'est le ventricule droit, l'incision, ce qui nous permet de voir la communication interventriculaire qui est là. Là, on est très proche de la base de la valve troncale, hein, qu'on voit là par au-dessus, et on va fermer cette communication interventriculaire de telle manière, bien entendu, que quelle que soit la position de la valve troncale, qui est à cheval, hein, c'est comme dans le phallo, le patch est mis de telle manière que, bien entendu, le sang du ventricule gauche, il passe à travers la valve troncale. Et donc on se retrouve avec un ventricule gauche qui communique avec la valve troncale et un ventricule droit qui n'a plus d'autre sortie que l'infundibulotomie. Ensuite, on va connecter ça. Alors là, par exemple, je vous propose d'utiliser une homogreffe. 10 à 12 mm, c'est la taille d'une artère pulmonaire normale, hein, d'un enfant de cet âge-là. Donc une homogreffe pulmonaire,
de 10 à 12 mm, ça va faire ça. Si on n'utilise pas une homogreffe, on utilise un tube de Contegra, on prendra aussi un tube de Contegra de 12 en général. Et on va faire la suture distale s'implanter sur les artères pulmonaires. C'est une des choses qu'il faut faire le plus soigneusement. Les artères pulmonaires, le troncus, c'est quelque chose qui est fragile. Il y a souvent des petites sténoses ostiales, etc. Et donc, il ne faut surtout pas que cette suture distale les déforme, les torde ou les sténose, ni quoi que ce soit. Une question qu'on se pose toujours à ce moment-là, c'est est-ce qu'il faut faire quelque chose? Par exemple, si on a l'impression qu'il y a une sténose ostiale des deux côtés, est-ce qu'il faut élargir un peu, etc. En sachant que moins on en fait, mieux les enfants s'en portent, surtout, souvent. Hein. Et donc maintenant qu'il y a le cathétérisme interventionnel derrière, on a tendance à faire le moins de sutures possible sur les branches et à reporter ça au cathé interventionnel, c'est nécessaire. Et ensuite, on peut reconstituer le troncus, qui maintenant est devenu l'aorte. Hein. C'est en général une suture termino-terminale. Hein. Et puis après, on peut terminer, on peut déclamper, même à ce stade-là, suturer l'homogreffe, etc. Voilà, par exemple, l'insertion d'une homogreffe dans un troncus type 1. Vous voyez, là on fait la suture distale. On a fait la suture distale, on reconstitue ce qui est devenu maintenant l'aorte. Et on termine avec l'insertion proximale. En général, l'homogreffe, si on veut qu'elle reste bien en position, pas tordre sa valve, il faut compléter par un petit patch un peu en forme d'écu, vous voyez, de bouclier, un petit patch triangulaire qui reconstitue ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pendant l'intervention? Alors d'abord, il faut gérer la communication interauriculaire, savoir qu'est-ce qu'on en fait. Hein. On en reparlera tout à l'heure, Philippe vous en reparlera aussi. Comme toutes les cardiopathies avec des gros risques de poussée d'HTAP, on a un risque de dysfonction du ventricule droit, donc on a intérêt à permettre un shunt droit-gauche interatrial post-opératoire, au moins temporaire. Alors, laisser un foramen ovale ouvert, c'est facile. Un foramen ovale qui est un joli foramen ovale, le réouvrir ou le laisser ouvert, c'est facile. Par contre, s'il y a une vraie CIA, c'est plus compliqué. C'est compliqué quand on a une vraie CIA de faire un geste chirurgical qui permette un shunt droit-gauche, mais qui s'oppose à un shunt gauche-droit. Donc, dans la mesure du possible, on essaye de le faire. Sinon, on va en fait terminer avec une CIA calibrée, une CIA pas trop grosse, hein, calibrée chez un enfant de ce. En général, c'est des enfants de 3,5 kg, 3,6 kg, c'est à peu près 3 mm. Et puis, je le mets là, mais ça se fait bien entendu pendant l'intervention, ça se fait même souvent au début. Il faut savoir si on fait un geste sur la valve troncale. Alors la valve troncale, en estimation échographique préopératoire, elle est toujours sténosante et fuyante. Sténosante, elle l'est surtout parce qu'il y a un hyperdébit dedans. On a très rarement une vraie sténose valvulaire. Par contre, si on a un QP sur QS qui est à l'infini, vous imaginez que le débit qui passe à travers cette valve, il est très important. Et donc même une valve normale devient sténotique dans ce contexte-là. Donc la sténose, c'est pas très très important. La fuite, c'est emmerdant. Et donc tout le problème de savoir si, d'abord ça va gêner l'opération, le clampage, la protection myocardique, ça va gêner les suites opératoires immédiates, et puis ça va gêner la vie du patient après. Alors souvent, on peut faire un certain nombre de gestes, je vais vous montrer quelques exemples. Il faut juger, c'est des enfants tout petits quand même, c'est des valves qui sont fragiles, il faut savoir que chaque geste a aussi ses complications potentielles. Si on commence à suturer une valve et que ça déchire, on va se retrouver plus insuffisant que si on n'avait pas suturé, et ainsi de suite. Voilà. Par exemple, une valve troncale pour laquelle il apparaît évident qu'on ne va rien faire, hein. On voit qu'elle est tricommissurale, elle ressemble pratiquement à une valve aortique normale. On est content, même si l'échographiste nous dit « Oh, elle fuit », on lui dit « Oui, tu as raison », mais on ne fait rien du tout. Souvent, elle est alors, quadricuspide ou bicuspide ou tétracuspide ou machin, peu importe, ça c'est des histoires de nomenclature, là encore, en pratique, c'est pas très important. Mais souvent, ce qui se passe, c'est un peu comme s'il y avait des feuillets presque normaux et des feuillets anormaux. Hein. Et là, par exemple, vous allez voir en vrai, mais sur un schéma, on comprend mieux. On tombe sur une valve, vous voyez. Donc, on a l'impression que là, on va avoir une bonne cooptation. On a deux commissures avec des cuspes qui sont fines, etc. Ça va. Et là, on a une cuspe qui prolabe, qui est épaissie, etc. Et finalement, comme la valve troncale
troncale elle est toujours très large, on peut la sténoser en quelque sorte, on peut diminuer. Et c'est ce qu'on va faire. On va diminuer son ouverture de cette manière-là en faisant des fusions commissurales pour avoir une valve qui ne s'ouvre plus que là-dessus, mais qui ne fuira plus. Donc en vrai, alors en schéma c'est toujours très joli, en vrai c'est moins évident, mais vous voyez, là on a une valve que probablement le cardiologue dira quadricuspide, hein, en tout cas elle est quadricommissurale, on a une commissure qui est par là, une commissure qui est par là, une commissure qui est par là, une commissure qui est par là. Ces deux-là, moi, elles me font bonne impression, hein. La valve est un peu épaissie, mais on a l'impression que là et là, bon là on tire un peu pour que vous voyez, mais il va y avoir une bonne cooptation. Par contre là, on a deux gros bourgeons, et là c'est très très long, c'est-à-dire que ces deux bourgeons, ça prolapse complètement, il n'y a pas d'apposition du tout qui se fait. Et donc, finalement, on va la bicuspidiser en quelque sorte, hein. Vous voyez, là on a fait une suture qui affronte complètement tout ça. On a un peu libéré cette pseudo-commissure, et on se retrouve maintenant avec une valve qui fonctionne comme une valve bicuspide, mais avec une bonne apposition. Là, l'aspect est encore plus évident, vous voyez, avec une valve qu'on peut considérer comme tricuspide ou comme pseudo-bicuspide. En tout cas, on a une commissure là qui donne bonne impression. Là, c'est une pseudo-commissure qui ne sert à rien. Donc ça, finalement, c'est une seule cusp. Et là, en face, on a une cusp qui est fendue et qui prolapse. Et donc si on referme ça complètement, on se retrouve avec une valve qui est devenue bicuspide, mais qui est beaucoup plus compétente. Voilà ce que, dans les papiers, on appelle les plasties de la valve troncale. Alors d'autres éléments qu'il faut que vous connaissiez, ce qu'on appelle le Barbero-Martial, hein, ou la connexion directe. Je vais vous montrer un schéma. En fait, l'idée c'est de ne pas mettre de conduit. Et le Barbero-Martial, tel qu'il est décrit à l'origine, hein, de chirurgien brésilien, c'est possible que dans le type 1, vous allez comprendre pourquoi. Quant au troncus type 4, c'est donc complètement différent. Et donc, en fait, il faut plus considérer ça comme une interruption de l'arche aortique, hein, et le traiter comme tel. D'ailleurs, le troncus type 4, comme les interruptions de l'arche aortique, fait partie des cardiopathies qui sont accessibles à une prise en charge hybride en 2 temps maintenant. Voilà ce qu'est le Barbero-Martial dans le troncus type 1, vous voyez. Si on fait la ventriculotomie qui se dirige un petit peu vers la face latérale du troncus, là où il y a le tronc, ouais, là on a ouvert le troncus, on ne l'a pas sélectionné transversalement, comme sur les images que je vous ai montrées, on a ouvert comme ça, et là, on va patcher, on va laisser le tronc à cet endroit-là, et on va patcher, fermer la communication, comme si on fermait une fenêtre aortopulmonaire. On va fermer la communication entre le tronc et le troncus, comme si on dit là, le troncus c'est l'aorte, on ferme comme ça. Vous voyez, le patch, il est là. Donc à partir de maintenant, on a la ventriculotomie, on a le tronc artériel pulmonaire, on suture, souvent on peut replier un tout petit peu la paroi inférieure du tronc comme ça, là, pour venir au contact de la ventriculotomie. Donc tout ça, c'est du tissu vivant. Et on termine par un seul patch. Enfin, on ferme la CIV, bien sûr. Et puis on termine par un seul patch comme ça. Donc on n'a pas modifié le positionnement des artères pulmonaires, dit du tronc, etc. Bien entendu, c'est une connexion qui est non valvulée. Enfin, c'est pas un tube avec une vraie valve, en tout cas, même si parfois on peut mettre une monocusp, une connexion qui est non valvulée. Et puis c'est important pour vous de savoir que le chirurgien a fait ça, parce qu'il peut persister une fenêtre aortopulmonaire, en fait. Hein, s'il y a une fuite ou un lâchage de ça, là, on peut se retrouver avec un shunt supravalvulaire post-opératoire. Ouais, ça peut passer de là à là. Ce qui évidemment n'est pas possible si on fait une correction où on a complètement séparé les deux. Autre technique de connexion directe, ça les Parisiens de Necker, ils ont beaucoup communiqué là-dessus. L'idée c'est de diminuer la tension sur les artères pulmonaires, mais de favoriser une connexion directe pour éviter d'avoir à changer un conduit. Et donc, à ce moment-là, ce qu'on peut, c'est utiliser la face antérieure de l'auricule gauche, qui est par là, là,
de manière à avoir une connexion avec du tissu autonome capable de grandir, mais sans tirer sur les artères pulmonaires. Et donc, si on anastomose les artères pulmonaires sur l'auricule, on anastomose l'auricule sur la ventriculotomie et on complète par un patch comme ça. Ça aussi, c'est une connexion qui est non valvulée. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on déclampe et puis il va falloir poser la CEC quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème? On peut se retrouver devant quel type de problème? Alors, le premier problème, c'est les pressions. Là, j'ai marqué les résistances, mais en fait, ce qu'on va constater, c'est que les pressions ventriculaires droites et les pressions artérielles pulmonaires sont élevées. Alors, ça peut être tout à fait cohérent, avec une opération un peu tardive, des pressions pulmonaires qui étaient déjà très élevées auparavant, il y a eu une surcharge importante, la CEC a été longue, ce que je sais, en fait, bref, ça peut être assez cohérent. Et puis parfois, on se retrouve avec des pressions qui sont très élevées, et on ne comprend pas très bien pourquoi. On va y revenir. On peut se retrouver, en sachant que l'un n'exclut pas l'autre, on peut se retrouver en bas débit. Aussi, manifestement, dès qu'on commence à baisser la CEC, la tension n'est pas bonne, l'inertie chute, etc. À l'ETO, les ventricules ne fonctionnent pas terrible. Est-ce qu'il y a une dysfonction diastolique associée, surtout à droite, etc. Bref. Ensuite, on peut se retrouver avec une désaturation. Et si on se retrouve avec une désaturation, on se dit, peut-être que le foramen ovale ou la CIA que j'ai laissée, elle est trop grosse, et que si la dysfonction droite est trop importante, finalement, on a trop de shunt droit-gauche. Et puis on peut avoir, malgré une éventuelle plastie, une insuffisance de la valve troncale sévère qui va gêner, bien entendu, l'arrêt de la CEC. Alors, si on les prend en détail, en sachant que, bien entendu, vous allez en reparler, mais pour la phase de réanimation, mais déjà au bloc, qu'est-ce qui se passe? Donc on est là, le chirurgien anesthésiste, et la première chose à se demander, c'est si les pressions sont élevées dans le montage et dans le ventricule droit à cause des résistances, ou si c'est élevé à cause de petites artères pulmonaires, on peut le tolérer, ou élevé à cause d'une sténose de suture, une torsion en fait de la chirurgie qui a été mal faite au niveau des artères pulmonaires. C'est très important de comprendre ça. Si les artères pulmonaires sont petites, par exemple, je vous ai dit, de plus en plus, on a tendance à ne pas toucher les artères pulmonaires, à laisser ça à un éventuel cathétérisme interventionnel ultérieur, parce que l'expérience montre que si on commence à inciser, à patcher, à faire de la chirurgie extensive sur les artères pulmonaires d'un tout petit bébé, en fait, au bout du compte, on n'arrange pas les choses et parfois on les aggrave. Mais si on a laissé des petites artères pulmonaires et que on a des pressions ventriculaires droites systémiques, mais au-delà de l'origine des artères pulmonaires, des pressions artérielles pulmonaires basses, si on a un gradient sur ces petites branches, c'est pas la peine de commencer à inonder le malade de NO et de vasodilatateurs pulmonaires, de machin, etc. Puisque bien entendu, ce qu'on a là, c'est pas des résistances élevées, c'est des pressions hautes. Donc il faut bien comprendre la différence entre ces choses-là. Et donc il faut regarder l'anatomie, il faut savoir comment c'était avant, on regarde en ETO, on prend les pressions, etc. Parfois, les pressions, si les pressions sont hautes, que le ventricule droit devient suprasystémique, qu'on ne peut rien faire d'autre, la seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est mettre une ECMO parfois. Hein. Mais parfois, si les pressions sont élevées et que ça ne va pas, et qu'on a fait un montage non valvulé, il faut se poser la question, ne faut-il pas valvuler? Parce que, bien entendu, avec une connexion VDAP valvulée, les pressions hautes vont être bien mieux tolérées par le ventricule droit. Donc tout ça, c'est des décisions à prendre au bloc opératoire. Si on a un bas débit systémique, il faut savoir pourquoi aussi. Est-ce que, par exemple, si le clampage a été court, la protection myocardique a été de bonne qualité, c'est pas normal qu'on ait une dysfonction biventriculaire, par exemple. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Peut-être qu'il y a un problème coronaire. Les artères coronaires, elles ne sont pas toujours normales dans le troncus. Moi, ça m'est arrivé ici il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Non.
C'est l'année dernière, j'ai réopéré une fille que j'avais déjà opérée d'un troncus type 1 à Marseille quand elle était petite. Dans le protocole opératoire de la première intervention, je marque que je vois bien la coronaire droite, mais je n'arrive pas à localiser l'ostium de la coronaire gauche. L'opération s'est bien passée, elle est allée très bien, etc. Et j'avais fait un barbero martial, et là elle est revenue pour que je lui mette une homogreffe. Donc elle a 12 ans. Et à l'intervention, j'ai très bien vu la gauche et je n'ai jamais trouvé la droite. Enfin, il n'empêche que la protection myocardique s'est bien passée quand même et qu'elle va bien. Et vous voyez que dans le troncus, c'est pas aussi évident que ça, hein, les artères coronaires. Alors bien sûr, au bloc, on va essayer d'optimiser tout ça, etc. Mais parfois, là encore, il va falloir une ECMO pour pouvoir sortir du bloc. Mais si on met une ECMO pour une dysfonction ventriculaire, c'est pas du tout pareil que l'ECMO de tout à l'heure pour de l'HTAP. Hein, parce que là, va se poser le problème, est-ce qu'on met une décharge gauche ou non? C'est pas du tout le même genre d'ECMO. Alors, maintenant, on se retrouve, l'enfant, il désature. On n'arrive pas vraiment à poser la CEC parce que la saturation est très basse. Donc, on se pose la question, Philippe, il passe au bloc, il dit « Ouais, la CIA, elle est trop grosse, il faut que tu diminues la taille de la CIA. » C'est possible, mais c'est rarement... Il faut plutôt se poser la question dans l'autre sens. Pourquoi est-ce qu'on a une désaturation très importante sur une CIA? Peut-être que c'est, en fait, on a une dysfonction droite très importante, peut-être qu'on a un obstacle à l'éjection du ventricule droit, etc. Refaire un clampage uniquement pour diminuer la taille de la CIA, je ne dis pas que c'est rarement, il ne faut jamais dire jamais ou toujours dans notre métier, hein, mais en général, c'est adresser plutôt la conséquence que la cause d'un problème. Hein. Et donc si vraiment il y a une désaturation trop importante, bah, à la limite, là aussi, on peut se poser la question d'une ECMO, comme pour une ECMO d'HTAP, hein, qui à la limite pourra même être véno-veineuse rapidement, mais la reprise pour ça, c'est rarement utile, mais il faut y penser. Enfin, s'il y a une insuffisance aortique sévère qui pose des problèmes, alors là, enfin, j'allais dire, on est dans la merde, c'est surtout l'enfant qui est dans la merde, hein, parce que c'est compliqué, là. Alors, certes, il y a des papiers où les gens ils disent, bah, à ce moment-là, bah, on reclampe et puis on change, on va mettre une homogreffe valvulaire aortique. Commencer sa vie avec une homogreffe valvulaire aortique, plus une homogreffe valvulaire pulmonaire, une fermeture de CIV, etc., c'est quand même un vrai problème. Hein. Si on pense qu'on peut améliorer la valve à nouveau, ben, ou si on pense ce qu'on a fait à lâcher, mais que c'était bien, il faut recommencer. Alors en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir de la chirurgie du troncus? Ben, d'abord que c'est de la chirurgie qui a énormément évolué au fil du temps, ce qui fait que maintenant c'est très rare, la mortalité péropératoire d'un troncus est très très rare. C'est ce que vous voyez là, sur ça c'est une très grosse série qui a plus de 20 ans de recul, hein, donc c'est sur les plus des 20 dernières années. Ensuite, ce que je vous ai marqué là, c'est que c'est de la chirurgie, c'est une cardiopathie complexe, qui vont vivre toute leur vie, et que donc il va y avoir des réinterventions, il va y avoir des dilatations, il va y avoir des cathétérismes, etc. Ça aussi, il faut le prendre en compte dès la première intervention. Hein. C'est sûr que si toutes les fois qu'on opère un troncus chez un enfant de 3,5 kg, il a l'artère fémorale bouchée, il a la veine fémorale bouchée, hein, on a dénudé les deux radiales et on a mis l'homogreffe bien derrière le sternum, c'est-à-dire que la prochaine fois qu'on va l'ouvrir, on va couper l'homogreffe en deux, on ne lui donne pas toutes ses chances. Hein. La préservation des axes artériels, la préservation des axes veineux, la protection contre la réouverture sternale, tout ça, c'est des éléments aussi qu'il faut prendre en compte dès la première réintervention. Et pour terminer, la particularité donc, de cette cardiopathie, c'est ce problème de valve troncale quand même. Hein. Vous voyez ici l'évolution, alors ça c'est l'évolution sans remplacement valvulaire, mais l'évolution globale, elle est la même aussi. Vous voyez, ceux qui n'ont aucune fuite échographiquement visible, ils vont quand même beaucoup mieux que ceux qui ont une grosse fuite avant l'intervention. Ouais, donc, un des facteurs importants à juger avant de mettre le malade au bloc, c'est vraiment la fonction, pas la sténose, mais la fonction d'insuffisance valvulaire. Voilà.
pour ce qui est de la chirurgie. C'est bon, c'est clair? Vous voyez à peu près comment se termine l'opération? Pas de question? On enchaîne alors? Allez. Ah, j'ai oublié de dire, parce que j'ai amené le papier à Philippe.